Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous trouverez ici la deuxième partie de l'interview avec Darius, étudiant en 4e année de médecine. Il partagera son expérience sur le campus et nous encouragera toujours à rêver plus haut, plus fort, plus loin. Comment est-ce que tu es arrivé en ingénieur civil ? Donc 2016-2017, c'était la dernière année où il y avait un concours en médecine. Et en fait, comme on n'arrêtait pas de dire dans l'histoire que ce concours allait sauter, parce que voilà, il y avait des problèmes de contexte de numéro inami, eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas pris au sérieux. Par contre, l'année, je l'avais validé. Voilà, à cause du concours, je n'ai pas été classé en ordre utile. Alors, c'est cette période-là que les ministres ont instauré l'examen d'entrée. Et ils nous ont forcé, les étudiants de mon cas, donc réussi l'année et échoué le concours, de présenter cet examen d'entrée, ce qui est logique parce que c'est pas vraiment de la matière de médecine, c'est vraiment de la matière de rhétorique. Du coup, bon, ils nous ont pas laissé le choix, on devait passer cet examen d'entrée pour rentrer en deuxième. Et j'avais tout réussi, j'avais 32 sur 40 avec cet examen d'entrée. Par contre, j'avais une note exclusoire qui était d'un 7 sur 20 en raisonnement. C'était une histoire de Molière, des conneries pareilles. Et à cause de ça, cette note d'exclusion, j'ai pas pu rentrer en deuxième directement. Enfin, il y a eu quelques mois un changement que je vais expliquer tout de suite, mais du coup, voilà, j'étais exclu de la médecine, donc je pouvais même pas refaire une première. Et d'ailleurs, je trouvais ça pas logique parce que j'avais réussi ma première. Comme j'avais passé l'examen d'entrée d'admission d'ingénieur civil avant d'entrer en médecine, juste pour le fun, on va dire j'ai cassé la vitre de secours de mon attestation. Je me suis inscrit directement en ingénieur sans poser trop de questions. Et puis là, j'ai un peu aimé le contexte des maths. Et là, c'est là qu'on m'a un peu révélé un peu le lien entre la médecine et l'ingénieur par mon prof de mécanique. Et c'est là que j'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Mais bon, à ce moment-là, j'ai fait tellement de recours pour en tourner en médecine que pour moi, la médecine, c'était fini. Puis c'est en décembre que le Parlement avait voté que je revienne en médecine. Et du coup, j'ai dit, merde, on est en décembre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai quitté ingénieur alors que j'ai pris goût et pour moi, la médecine, c'était fini? Du coup, voilà, c'était vraiment pas facile. Comme à ce moment-là, on avait droit à avoir des conseillers pédagogiques par l'UCL parce qu'ils savent très bien que les gens ont été ailleurs et ça a été quelque chose de psychologiquement difficile en arrivant en décembre en disant qu'on pouvait retourner en médecine. Donc on avait besoin de quelqu'un qui nous guidait. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai commencé les études d'ingénieur civil et là on me dit que je peux retourner en deuxième année. Enfin, c'est assez aberrant, mais qu'est-ce que je dois faire? Et alors il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas les deux? Je dis non, c'est pas possible. Il fait écoute, fais les deux. En plus, c'est mieux que tu fasses les deux cette année parce que le gouvernement ne vous confirme pas que vous pouvez avoir une inscription régulière. C'est-à-dire qu'en plein milieu du deuxième quadri, ils peuvent vous jeter. Du coup, pour une question de sécurité, j'ai dû faire les deux en fait, pour commencer. Et puis en fait, en me rendant compte que en fait, c'est cool de faire les deux, j'ai pris goût et j'ai dit bon, en fait, je ne vais pas arrêter. Pourquoi pas? Et c'est là que C'est parti. c'est parti. En fait, c'était un accident. C'était pas voulu, ce double cursus. Mais cet accident arrivé par hasard, c'est là que j'ai trouvé ma vocation. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que les deux universités, l'UCL et l'ULB, s'accordent parfois pour les examens ? Et j'ai trouvé l'UCL, je croyais que c'était vraiment plus sévère, plus dans la discipline. En fait, ils sont très flexibles. Tu envoies un formulaire pour dire que tu as un conflit horaire, ils te font passer à part l'examen. Donc si j'ai un examen en même temps, l'UCL s'accorde pour me passer un oral à la place d'un QCM, quoi. D'accord. Mais par contre, c'est pas toujours le cas parce que parfois ça dépend des disponibilités du professeur. C'est pas à la guise, quoi. Mais alors, quand j'ai un problème de conflit horaire à l'ULB en ingénieur civil, moi qui croyais que l'ULB est très ouvert, non. D'ailleurs, ce prof de physique quantique qui m'avait écrit quand j'avais un conflit horaire que je vois pas l'intérêt de ton double cursus, va faire du sport, va faire du jogging, il n'y a pas que les études dans la vie. Il m'a écrit ça dans un mail. Vous imaginez un professeur qui vous écrit ça dans un mail, enfin. Mais voilà, j'ai eu des profs à l'ULB ne valorisait pas en fait le double cursus. Oui, voilà. Par contre, un truc qui change, c'est qu'en fait on peut nous créditer avec un 7 sur 20 en Polytech. Alors qu'à l'UCL, si tu as un 9, ton 9 reste un 9, tu ne peux pas valider des crédits si tu n'as pas 10 sur 20. Parce que chez nous à l'ULB, c'est l'ULB, mais surtout en Polytech, c'est très fréquent. Comme on a un manque d'ingénieurs, etc., et en même temps, on a le contexte, on a encore le système des points-balance, en fait. Donc, si on voit qu'un élève a fait 12 à gauche et sur les matières difficiles, il a fait 14 ou quoi, s'il a un 7 en algèbre ou un cours répète, on le fait sauter. Voilà, ça, c'est un petit contexte à plus à savoir. Voilà. Et donc, les deux universités s'accordent quand même. Elles sont au courant. Au courant, mais voilà, il faut vraiment jongler un peu quoi. avec les deux.
Quand je suis arrivé en deuxième année de médecine, c'est quand je suis arrivé en première année de Polytech. Et là, tout doucement, c'est un autre milieu que je connaissais pas du tout, c'est le milieu estudiantin. Oui. Je dis, waouh, c'est quoi les bières, c'est quoi tout ça, c'est quoi l'été dansant. L'été dansant, c'est les blinkers, vous avez peut-être un Namur, c'est un peu l'équivalent. Ouais. J'ai dit, tiens, ça a l'air pas mal. Est-ce que tu arrivais à justement concilier l'étude et... J'ai sorti 2 fois par semaine. Ah les ouais. gens me disaient, mais comment tu fais 2 études? Et je pense qu'il faut un peu, il faut vraiment s'encadrer, il faut se planifier en fait, je pense, dans les choses. Il faut se créer un horaire, un planning, une mission acquise dans la semaine, et je pense que ça se fait tout seul. Je pense que les gens ont un peu la flemme de s'organiser, ils veulent tous étudier un peu au talent, on va dire. Donc j'ai dit non, si je fais 2 cursus, c'est une certaine responsabilité, je dois faire ça n'importe comment, donc forcément je dois faire un planning et à la fin de la semaine je dois accomplir une mission. Et je me dis, si j'ai pas accompli la mission, j'annule mes sorties, mais en général je les accomplissais, donc je sortais une. Et donc selon toi, c'est quoi la clé du succès pour accorder 2 études et une vie estudiantine en parallèle? L'organisation peut-être? C'est totalement l'organisation, et d'ailleurs beaucoup de gens disent oui, par exemple un tel a raté sa première année, ou qu'ils ont raté leur année à cause du baptême. Je pense que ça c'est pas totalement vrai. C'est un peu que quand quelqu'un se met à ses activités, de manière générale, a toujours le temps de faire quelque chose à côté et en même temps d'étudier. Je pense que la vie ne se résume pas que à étudier. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Je vois pas l'intérêt, parce que les études de médecine c'est long, je pense vers 30 ans on finit en général. Oui, c'est possible. Ça, si on fait une spécialisation, donc je vois pas perdre le 3/10 de ma vie à faire que étudier. Je pense qu'il y a plus intéressant, on n'a qu'une seule vie, on vit qu'une fois, on est jeune qu'une seule fois, et on ne veut pas avoir des remords quand on va être dans notre tombe. Donc il faut vivre notre vie, mais bien sûr il faut être, il faut pas abuser non plus dans tout ce qui est estudiantin. Voilà, je sais qu'il y a des gens, c'est vrai que une fois dans le baptême, ils vont aller plus au-delà de ce que le baptême est, donc ils vont commencer à boire tous les jours. Ça existe et forcément ça amène à l'échec, mais en principe, moi je trouve que la vie estudiantine n'est pas quelque chose qui interfère vraiment avec les études. Si on est bien organisé, si on sait faire la part des choses, et comme j'ai dit, la clé du succès, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être organisé, c'est de la volonté. Si on arrive devant un cahier, on n'a pas envie d'ouvrir le cahier pour étudier, forcément les points ne tombent pas du ciel. Je pense que j'apprends rien. Après, c'est vrai qu'il y a des études, toujours dans le contexte de la médecine, où même en étudiant, parfois les examens sont difficiles. À vrai dire, les ingénieurs, je les trouve vraiment froids. Oui, je les trouve vraiment froids. C'est des matheux, c'est un peu des nerds comme ça, donc vraiment ça se répond bien aux clichés. Par contre, ils sont très frères, on va dire, ils sont très frères dans la fraternité entre eux. Ils ont toujours le bon délire, ils peuvent se mettre à poil, tout ça. Oui, non, mais c'est comme ça. Mais c'est entre eux. Et l'intimité, la confiance, tout ça, c'est vraiment entre baptisés. Oui. Parce qu'ils se connaissent du baptême, ils n'ont pas de secret entre eux. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Alors, en médecine à l'ULB, ça doit être la même chose qu'en médecine à l'ULB. Mais par contre, la médecine à l'UCL, le baptême est moins présent. Donc, résident absent, tu peux le dire. Vraiment, je le sens pas. Je sais même pas je pense qu'il y a rien. On va dire que ce n'est pas le 3/4 de l'auditoire qui se fait baptiser. Oui, non, c'est pas prédominant. Voilà, mais alors qu'à l'ingénieur civil, c'est le 3/4, plus du 3/4 qui sont baptisés. Donc c'est une autre mentalité. Justement, quelles sont, d'après toi, les qualités d'un bon médecin et comment est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? À vrai dire, si je me fais pas écraser par un camion d'ici là, si le corona m'emporte pas, j'en fais vraiment rien. Disons que déjà la question qu'on me pose déjà souvent, c'est Darius, tu fais 2 études, mais tu vas devenir quoi? Ingénieur, médecin ou médecin-ingénieur? Ce que je suis sûr, c'est mon projet, c'est être dans la neuroscience. Donc moi, je suis en ingénieur civil spécialisé dans le biomédical. Technologie biomédicale, donc on commence la spécialisation dès la Bac 3 en ingénieur. Et bien c'est la conception de prothèses, de neurones artificiels, des organes artificiels. D'ailleurs, le médecin, je trouve que le médecin est très théorique. Il ne guérit pas tout avec ses mains. Les instruments du médecin proviennent des conceptions de l'ingénieur. Donc on va dire que l'ingénieur est l'intermédiaire entre le patient et le médecin. Parce que je pense pas que tu peux guérir d'un cancer par la sainte main de Jésus-Christ. Enfin non, on va pas, non, vraiment pas. La radio, les appareils d'imagerie, tout ce que nous apprend M. Gaillet, M. Koch, tous ces professeurs-là qui sont en imagerie, ils sont médecins grâce à quoi? Grâce à l'imagerie, parce qu'ils sont radiologues. Mais l'imagerie vient de qui? Des ingénieurs. Donc
forcément, sans l'ingénierie, il n'y a pas de médecin aussi. Enfin, on aurait la médecine la plus rudimentaire, la plus classique, avec la palpation, le stéthoscope, mais sans plus. Donc, et avec le scanner, on peut reconnaître des tumeurs, on peut faire plein de choses. Donc, franchement, c'est l'ingénieur qui fait avancer la médecine. Sans l'ingénierie, sans la nouvelle technologie, la médecine ne serait qu'une médecine inerte qui se met dans les techniques comme au Moyen-Âge. Elle ne serait pas aussi efficace qu'elle l'est aujourd'hui. On a beaucoup évolué. La technique de chirurgie invasive, c'est inventé par les ingénieurs. D'ailleurs, mon professeur de première année d'ingénieur civil, c'est mon professeur mécanique, M. Alain Delchambre, il travaille à l'ULB en collaboration avec des médecins pour la fabrication. Il fabrique des procédés de microchirurgical. Toutes ces choses-là, dites-vous bien qu'avant que la technologie avance, quand on faisait une chirurgie, le patient devait se remettre après un mois. Alors que maintenant, faire une chirurgie, 3 jours le lendemain même, il retourne chez lui. Donc pour vous dire à quel point ça devient, le temps c'est de l'argent. Donc par exemple le simple fait d'ouvrir un cœur, pour opérer un truc, maintenant non, on rentre par voie artérielle, on fait rentrer un petit robot qui coupe, etc. Et c'est déjà fait. Et alors on a le temps de chercher encore plus loin. Donc on avance dans la technologie. Et c'est pour ça que les études d'ingénieur, je pense, c'est important. C'est, on va dire, les briques de la médecine. Mais la médecine, c'est aussi les briques de la société. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est complémentaire. Totalement complémentaire. Et franchement, les personnes me disent « Ah, je ne vois pas le rapport entre ces deux études. » C'est totalement faux. Vous n'avez rien compris alors de votre vie. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas compris, enfin de votre vie, c'est un peu prétentieux ce que je suis en train de dire, c'est pas bon, mais vous n'avez pas compris le vrai principe, comment fonctionne la société. On a besoin des deux. Et donc dans 5 ans, est-ce que tu te... Et alors, oui, pour répondre à la question, dans 5 ans, moi, ce que je vis, c'est qu'en tant que praticien, et pour mes recherches, parce que forcément, un peu comme M. Langley ou d'autres profs, ils sont professeurs, mais ils sont aussi médecins. Oui, tout à fait. Donc ils ont des patients aussi. Donc ils ont les deux. Qu'est-ce qui m'empêche de faire deux trucs aussi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être professeur et médecin? Qu'est-ce qui m'empêche d'être chercheur en microchirurgie ou en neurones artificiels et être un médecin praticien? Donc voilà, moi comme spécialisation, plutôt ce qui a en plus un rapport avec mon domaine d'ingénieur, donc je vais être plus dans la neuro, que ce soit neurochir, neurologue ou peut-être l'électrophysiologie, tout ça, ça a encore physique, donc c'est lié à l'ingénierie. Écoute, je te le souhaite de tout cœur. J'espère que pour finir cette interview, dans Made in Talk, justement, j'aimerais qu'on termine avec une note plutôt rigolote et drôle. Alors, quelques questions qui vont être un peu décalées. À toi de décider si les réponses le seront tout autant. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par la police? 2 fois, je souhaite à personne de le vivre. Alors, c'était dans une petite ruelle, et je vois 2 gendarmes de 1m90 qui viennent comme ça. Et l'un, il se met derrière moi, et l'autre se met devant moi. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Je sais bien. Et il fait, oui, qu'est-ce que vous avez dans votre poche, tout ça. Je lui demande des trucs, je dis, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et ils m'ont complètement déshabillé dans la rue, quoi. Genre, carrément, ils m'ont enlevé la chemise, le pantalon, j'étais limite en slip carrément dans la rue. Et ils secouaient mes poches et tout. Et, oui. Qu'est-ce que... Ils t'ont vraiment pris pour le grand délinquant. C'est bizarre parce que j'étais en costard cravate. Ah oui, donc en plus. C'est peut-être pas comme si j'étais une petite racaille, casquette Gucci, je sais pas quoi. Vraiment, j'étais bien habillé, tiré par 4 épingles, on me fouille comme ça, enfin voilà. Et à la fin, ils ont rien trouvé, et en plus, j'avais 16 ans, même pas. Ah oui, donc c'était jeune. J'étais incrédule, j'étais crédule, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était gênant. Alors il me dit, oui, on croyait que tu cachais de la drogue. Est-ce que j'ai une tête à cacher? Oh là là. J'ai pas vraiment cette tête-là. La deuxième fois que je me suis fait arrêter, c'était il y a quelques années, c'était en revenant d'un TD dansant. J'avais une amie qui était tellement sous. Je l'ai ramenée à son appartement, je l'ai raccompagnée, elle était tellement pas bien. Et c'était vers 4h, 3h du matin, puis je suis sorti de là-bas. Je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle, puis je suis sorti, puis t'as une voiture de police qui me barre la route pendant mon chemin. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il sort de la voiture, il me plaque contre la voiture. Avec une clé de bras, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, qu'avez-vous fait, cette demoiselle? Vous avez volé son portefeuille. Oh là là. Il croyait que j'avais manipulé la fille, qu'elle soit sourde pour voler son portefeuille. Et ils ont pris mon portefeuille, ils ont fouillé. Et j'ai dit, mais c'est mon portefeuille. Et c'est mes cartes d'identité. Il fait, tout. Et il dit, c'est un étudiant. Oui, je suis un étudiant, j'ai la gueule pour ça. Voilà. Ils se sont trompés. Et il fait, désolé, on croyait que... Ils se sont trompés de cible, je suis sûre. Je pense qu'ils se sont trompés de cible. Quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé?
c'est les applaudissements quand je recevrai mon diplôme. Ça, c'est le truc que je rêve. Je veux mon diplôme, je veux mes études, je veux tout. Écoute, j'espère que ça se réalisera au plus vite et qu'il y aura beaucoup d'applaudissements vu qu'il n'y aura plus de Covid sur Terre. J'espère bien. J'espère aussi. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une fille? La première chose... C'est pour les moins de 18 ans aussi. Oui. Bah, à vrai dire, qu'est-ce que je ferais? Restons corrects. Ouais, on va rester politiquement correct. On va pas regarder ce qu'il y a en dessous. Mais non, à vrai dire... Est-ce qu'il y a une chose que nous, les filles, on fait et que tu te dis, ah oui, elles font ça, ça donne que comment? les gars ne peuvent pas faire. Oui, que les gars ne font pas. Bah, allez, déjà, les vêtements, bah, je trouve que chez l'homme, c'est très classique. Oui. C'est que la petite chemise, le petit costume, c'est juste ça. Alors que les femmes, elles ont plus de structure dans les vêtements, ils peuvent faire un truc vraiment incroyable, plus artistique. Alors que l'homme, c'est plus classique. Donc ça, je peux juste envier La mode la féminine. mode féminine, mais bon, après, je ne veux pas porter une jupe le lendemain avec des chaussures à talons. Bon, ça, c'est pas mon truc, mais voilà, mais bon. Quel est le plus fou achat que tu as déjà fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as acheté récemment? L'achat le plus fou que j'ai fait, Oui. bah, ce que mon père a fait indirectement, bah, suite à avoir gagné le Got Talent, mon père a acheté 2 pianos. D'accord. D'accord, il a acheté un Steinway parce qu'on s'est fait un peu un pari. Il a dit haha, il me disait tu vas jamais arriver premier, je ne dis pas ta musique. J'ai fait attends, on parie, si je suis premier, tu m'achètes des pianos. Justement, je joue un instrument qui s'appelle le piano. Oui. Et d'ailleurs, j'ai gagné le Alma Got Talent pour ça. Alors le piano, j'ai touché mes premières notes à l'âge de 4 ans. Ouais. Mais après, bon, quand j'ai commencé le solfège, j'avais l'âge de 6 ans. Vraiment, ça m'a démoralisé. Je me suis dit, oh, c'est chiant, qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc c'est pas une légende non plus, le fait que le solfège soit un peu ça m'a pompant. fait chier. J'ai triplé même ma première solfège tellement j'en avais marre. Pour vous dire, à tel point j'ai doublé qu'ils m'ont jeté de l'école de solfège. On dit, on veut plus de toi. Ah oui. Vraiment. Voilà. Et pourtant, en parallèle, j'avais les cours de piano. Et au piano, j'excellais. J'étais bien. Donc c'était plus une oreille musicale et une intelligence musicale qui... Mais j'étais pas aussi bon. Il y avait une intelligence musicale, mais j'étais pas aussi bon. Mais j'étais dans la normale. Puis vers l'âge de 14 ans, tout doucement, là, j'ai retouché mon petit piano. Et là, il y a eu le déclic. Et je dis, tiens, c'est sympa quand même. C'est sympa en vrai. Alors du coup, j'ai commencé à jouer du Franz Liszt, du Rachmaninoff tout à l'oreille. Certainement, je peux me faire encore critiquer par des gens qui font vraiment du solfège. Ah, ils jouent pas d'une manière que... Enfin, je joue comme je veux, la musique c'est personnel. Enfin, c'est pas un truc qui doit être structuré, c'est un plaisir personnel. On a sa manière de jouer parce qu'on veut que ça soit de cette manière-là. Voilà. Et alors, est-ce qu'en première médecine, que tu avais encore cette... Je l'avais encore. Même malgré que les études de médecine, c'était quand même une large transition entre les études d'avant et la médecine qui est plutôt un effort de mémorisation en première. Je l'avais encore, il n'y a pas un moment où ça a été moins, donc voilà. Et non, c'est vraiment mon activité, genre c'est ça qui me défoule, comme si quelqu'un faisait de la boxe ou du sport pour se défouler, bah moi c'est le piano. Et donc tu trouves que c'est quand même important d'avoir une activité extra-académique? Oui, évidemment, sinon, je sais pas, tu t'emmerdes dans un syllabus, qu'est-ce que affluoter, c'est quoi ça? Si tu devais choisir entre gouda et confiture, ou bien miel et vache qui rit, sur ta tartine du matin, lequel ce serait? À vrai dire, est-ce que donc gouda et confiture c'est ça? Et oui. C'est miel et vache qui rit. Je pense que miel et fromage de chèvre, ça me parle plus. Ça te parle le plus. Écoute, c'était donc le mot de la fin. Merci Darius pour l'échange très intéressant que nous avons eu. Et donc, je ne doute pas que ce partage d'expérience inspirera ceux qui nous écoutent et leur donneront la motivation d'entreprendre de belles études. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Darius. Si elle vous a plu, vous pourrez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant avec le pseudo @medintalk pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi liker et envoyer l'épisode à 2 amis, cela pourrait les inspirer, qui sait.
entreprendre un double cursus peut-être. Oui, c'est toujours possible et c'est toujours faisable. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk.